Mission civilisatrice, impérialisme sexuel, international gay. Si vous suivez les productions d'Houria Boutelja et du média Parole d'honneur, vous avez peut-être déjà entendu ces expressions. Et vous savez aussi probablement que les analyses de la politisation des sexualités non blanches peut susciter de l'incompréhension. Il y a sur ces sujets de l'instrumentalisation malveillante, mais aussi des interrogations de bonne foi évidemment. Le but de cette vidéo est d'expliquer nos positions pour que chacun puisse se faire une idée en connaissance de cause. Nous allons voir que les analyses décoloniales d'Houria Boutelja sur l'impérialisme sexuel ne sont pas une sorte d'anomalie, elles sont sur la même ligne que celle d'un de ses amis, l'intellectuel palestinien Joseph Massad, qui a lui-même utilisé les idées de Michel Foucault. Elles rejoignent les constats faits par plusieurs anthropologues spécialistes de l'homosexualité en Afrique, comme Christophe Broca, Patrick Awondo et Gianfranco Rebuccini. Les bases de sa réflexion sur ce sujet ont été posées il y a plus de 10 ans, à l'occasion d'une polémique née de la parution d'un livre. Les éditions La Fabrique publient en octobre 2012 Les féministes blanches et l'Empire, de Félix Boggio et Wanje et Stella Belkacem. Le livre étudie les penchants coloniaux et civilisateurs d'une partie du féminisme du 19e siècle à nos jours. Mais il comporte également un chapitre intitulé « Solidarité internationale et hégémonie occidentale » qui étudie la façon dont les luttes LGBT sont instrumentalisées à des fins racistes. Au niveau national, c'est la mise en avant des figures du jeune de banlieue et du musulman intégriste qui sont analysées. Au niveau international, ce chapitre présente les théories de Joseph Massad, dont on a déjà parlé, sur l'international gay, ce qu'il appelle l'international gay, et leur application avec l'affaire du Queen Boat. C'est donc la première introduction des idées de Joseph Massad en France. Son livre, Desiring Arabs, publié en 2008, est une référence incontournable pour l'approche décoloniale de la sexualité. Mais il n'a jamais été traduit en français. Nous allons maintenant voir, de façon approfondie, à quoi correspond cette notion d'international gay en l'illustrant d'exemples précis. Joseph Massad poursuit dans cet ouvrage le travail de son maître à penser, Édouard Saïd, pour qui l'impérialisme est une exportation d'identité. Comme lui, il étudie l'Orient comme une construction occidentale, mais en montrant que la sexualité joue un rôle clé dans ce processus. Il affirme que si l'Occident prémoderne attaquait le caractère prétendument licencieux du monde musulman, l'Occident moderne s'en prend à sa répression supposée des libertés sexuelles. Aujourd'hui, le Nord global légitime sa supériorité civilisationnelle en faisant de sa démocratie sexuelle une preuve irréfutable de son caractère moderne, progressiste et laïque par rapport à un Orient qui serait présenté comme arriéré, réactionnaire et obscurantiste. C'est ce soi-disant choc des civilisations qui sert à légitimer sa politique dans le monde arabe, des guerres impériales en Irak ou en Libye, jusqu'à la participation au génocide en Palestine. Ce que Joseph Massad appelle l'international gay et ses rapports avec le monde arabe est développé dans le 3e chapitre de son livre. Il analyse la façon dont certaines organisations occidentales de défense des droits LGBT se sont investies d'une mission civilisatrice consistant à vouloir libérer les hommes gays du Sud global en ciblant notamment les pays arabes. Il précise que ce projet colonial s'est inspiré du féminisme blanc qui veut libérer les femmes du Sud, là aussi en ciblant prioritairement des pays arabes en Irak ou en Libye, comme l'Afghanistan ou l'Iran. On peut donc se demander pourquoi parler de colonialisme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir agir pour les droits des personnes du Sud global qui ont des pratiques homo-érotiques? Le problème avec la volonté de libérer entre guillemets les LGBT entre guillemets du monde entier, c'est qu'elle suppose forcément en premier lieu qu'il y a des LGBT dans le monde entier. C'est le cœur du problème. LGBT veut dire lesbienne, gay, bisexuel et trans. Ces identités ne sont pas universelles. Elles sont nées en Occident, dans les années 60, et ce n'est pas un hasard. C'est parce que leurs conditions historiques et matérielles d'apparition étaient remplies. L'historien marxiste John DeMilio a décrit l'apparition des identités gays et lesbiennes aux États-Unis dans les années 60 suite aux mutations du capitalisme d'après-guerre. Selon ses propres mots, les gays et les lesbiennes n'ont pas toujours existé. Ils sont le produit de l'histoire et sont apparus à une époque historique spécifique en liaison avec les rapports capitalistes. Les identités LGBT sont donc liées à l'histoire des sociétés occidentales et aux mutations du capitalisme après la Seconde Guerre mondiale. Cette idée que nos identités sexuelles ne sont pas naturelles mais qu'elles ont bien une histoire n'a pas commencé avec John DeMilio. Elle vient d'un philosophe français que vous connaissez tous, Michel Foucault. Il démontre effectivement dans le premier tome de son Histoire de la sexualité, publié en 1976, que la sexualité est une construction sociale, comme la race. L'idée centrale de ce livre est que la sexualité est une invention occidentale et moderne. En fait, en poussant les choses jusqu'à la caricature, je dirais que la sexualité a été inventée. Cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes, comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements. Bon, cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature? Est-ce que ce n'est pas l'effet
d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même. Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Cette invention n'est pas neutre. Nous venons de l'entendre. Pour Michel Foucault, c'est un mécanisme d'assujettissement. Il parle de dispositif à propos de la sexualité pour indiquer que c'est une technologie de pouvoir qui accompagne la construction des États-nations au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Et les catégories homosexuelles et hétérosexuelles, popularisées en 1886 par un psychiatre, sont des produits de ce dispositif de sexualité. C'est à ce moment qu'est produit l'ordre hétéronormatif qui régit encore nos comportements aujourd'hui au XXIe siècle. Soyons donc clairs. Foucault sait bien que partout où il y a des humains sur la planète, il y a des relations entre personnes de même sexe. Par contre, il dit que les relations, que ces mêmes relations, peuvent prendre des formes très différentes, selon le contexte, selon l'époque. Pour faire une analogie, tous les êtres humains ont besoin de s'alimenter. Mais les formes que prennent ce besoin sont différentes selon les époques et les cultures. Les pratiques sont universelles, mais leurs expressions dépendent du contexte historique et géographique. Foucault met ce point en évidence en étudiant l'Antiquité gréco-romaine, où il est anachronique de parler d'hétérosexualité et d'homosexualité telle qu'elle. En effet, les Grecs et les Romains n'en avaient selon lui ni le concept, ni l'expérience. Une personne qui couchait avec une autre personne du même sexe ne s'éprouvait pas comme homosexuelle. Il n'existe donc aucun équivalent de la notion moderne de sexualité dans l'Antiquité. La dichotomie passif-actif par exemple, ou encore le statut social, étaient des critères beaucoup plus importants que le sexe d'une personne. Ce ne sont donc pas les relations entre personnes du même sexe qui sont une invention occidentale, mais les identités hétérosexuelles et homosexuelles. Précisons que ce constat n'est pas un jugement. Que ces identités soient situées dans le temps et l'espace n'est ni bien ni mal, ce n'est pas la question. C'est juste un fait dont il faut être conscient pour ne pas en faire quelque chose d'éternel et d'universel. C'est la base, en ce qui nous concerne, de la pensée décoloniale. Suite aux luttes de libération des années 60, on ne parle plus seulement d'homosexuels, mais d'identité LGBT. Les organisations internationales qui veulent libérer les minorités sexuelles du Sud, comme Outright ou l'ILGA, sont issues de ces trajectoires. Ce sont ces organisations, mais aussi les agences gouvernementales, les politiques de santé publique, l'industrie cinématographique et bien d'autres secteurs que Joseph Massad appelle l'international gay. Cette expression lui a valu des accusations de complotisme. Il ne parle pas évidemment d'organisations secrètes, mais d'un ensemble de militants, d'organisations et d'intellectuels qui ont un projet commun et public. Il y a une internationale gay comme il y a une internationale homophobe ou transphobe, que la gauche dénonce à raison par ailleurs. À première vue, tout oppose les organisations de l'international gay et les missionnaires évangéliques américains par exemple. Les premiers luttent pour les droits LGBT, les seconds pour imposer l'hétérosexualité et des lois homophobes. Les deux basent pourtant leur action sur le même cadre et les mêmes catégories occidentales. Que ce soit la famille hétérosexuelle ou les identités LGBT, il s'agit dans les deux cas d'imposer des identités et donc d'impérialisme. Joseph Massad dit que nous assistons à une exportation des guerres culturelles occidentales, les deux camps étant tout aussi racistes et colonialistes l'un que l'autre, et partagent une exportation impérialiste majeure, la dualisation hétéro-homo du monde. Il dit également que ce processus invisibilise les Arabes qui refusent la dualité hétéro-homo comme mode d'organisation de leur identité et qui rejettent plus encore de considérer leur désir sexuel comme l'expression de leur vérité la plus intime, ce qui est précisément ce qu'exige le régime occidental de la sexualité. Pour illustrer son propos, écoutons le témoignage d'un homme égyptien et le décalage qu'il a vécu en arrivant en France. En fait, c'est vraiment différent. La sexualité vue par les Arabes dans le monde arabe n'a rien à voir avec la sexualité en Europe. Et je veux dire, en fait, on pouvait cocher ensemble, c'est-à-dire, moi je croyais que j'allais cocher avec un de mes potes, mais sans penser qu'on est gay, enfin, que, bon, on bande sur les filles, bon, faisant entre garçons le temps que de trouver des filles. Évidemment, ça fait, pour un Européen, c'est hyper bizarre, parce que quand je raconte ça à mes amis, ils me disent, mais en fait, c'est clair que vous êtes gay. On ne l'est pas, en fait, c'est stupide cette appellation gay et lesbienne, hétéro, bi. Ça, c'est vraiment européen, c'est complètement européen, c'est pour cadrer les gens. Et c'est ça qui n'existe pas dans le monde arabe. Si par exemple, deux mecs qui couchent avec plein de filles, et pendant une période où il n'y a pas de filles, ils se disent, écoute, je te prends, tu me prends tout à l'heure. Et on est hétéro, mec, il n'y a pas de souci. Tu vois ? Des histoires des garçons, des mecs mariés avec des enfants qui adorent les femmes, qui baffent sur les femmes et qui n'arrêtent pas de coucher avec des garçons, je peux te raconter des milliards. Joseph Massad illustre sa théorie avec l'analyse d'un cas emblématique, l'affaire du Queen Boat dont j'ai parlé en début de vidéo. Il s'agit de l'arrestation de 52 hommes en mai 2001 à bord d'une boîte de nuit flottante au Caire.
Ils sont inculpés d'offense à la religion et de débauche. Lors de leur procès, leur stratégie de défense consiste à nier être gays et à affirmer que leurs aveux ont été arrachés sous la torture. Cette stratégie n'a pas empêché ACT UP de publier un numéro de son magazine Action avec en couverture une phrase en arabe qui disait « Libérez nos maris ». Elle n'a pas non plus empêché un représentant de l'organisation de défense des droits LGBT Outright d'être présent lors du procès et de faire des déclarations à la presse égyptienne. Pour en finir, une campagne internationale a demandé la libération des inculpés et des membres du Congrès américain ont lancé quant à eux une pétition réclamant la suppression des aides à l'Égypte. Cette campagne a eu comme résultat la demande par les principaux journaux égyptiens et par une partie des islamistes conservateurs de durcir les lois utilisées pour criminaliser les relations sexuelles entre personnes de même genre. Malgré les bonnes intentions affichées, et sans tenir compte de l'avis des concernés qui ne se reconnaissent pas dans l'identité gay, ce soutien a mis les accusés en danger et a donné les arguments à la répression gouvernementale. Il a donc été totalement contre-productif. Spivak résumait en 1985 le colonialisme civilisateur d'une phrase restée célèbre. Des hommes blancs sauvent des femmes de couleur, d'hommes de couleur. Nous avons maintenant aussi des hommes blancs qui sauvent des hommes de couleur, d'autres hommes de couleur. Mais ce que cherchent les sauveurs gays et hétéro-blancs, c'est avant tout un miroir qui leur renvoie une image de héros libérateurs. Le fait qu'ils aggravent le sort de ceux qu'ils disent protéger et renforcent la binarité hétéro-homo, donc au final l'hétérosexualisation du monde arabe, ne les intéresse pas. L'affaire du Queen Boat n'est pas un cas isolé qui appartient à une époque révolue. Certains affirment en effet que la colonisation aurait déjà rendu les identités LGBT complètement hégémoniques, qu'on le veuille ou non, et qu'il faudrait faire avec. S'opposer à cet état de fait relèverait d'une nostalgie réactionnaire, idéaliserait le monde précolonial. On nous fait souvent cette reproche. Joseph Massad répond que de très nombreuses études d'anthropologie prouvent au contraire l'échec de l'universalisation et de la dualité hétéro-homo. Et que c'est précisément cet échec qui appelle l'intervention des internationales gays et hétéros qui ont pour mission de transformer le monde en copie de l'Occident. La colonisation n'est pas un processus achevé. C'est ce que nous allons voir maintenant à travers quelques exemples. En Afrique du Nord, par exemple, la FIFA visite en 2018 le Maroc, alors qu'il est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026, en concurrence avec les États-Unis. La délégation, qui devait uniquement visiter des installations sportives, pose des questions sur l'accueil de la communauté LGBT. Cela doit vous rappeler les polémiques qu'il y a eu sur le Qatar lors de la dernière Coupe du Monde. En effet, le Maroc criminalise les relations entre personnes du même sexe avec une loi issue de la période coloniale française. Ça, c'est ce qu'on oublie de dire. La presse marocaine dénonce alors le rôle du lobby américain, entre guillemets, et sa trouvaille, toujours entre guillemets, pour torpiller la candidature du Maroc. Cela renforce ainsi le type de discours tenu par le parti conservateur marocain, le PJD, qui déclare en 2016 que l'Europe voulait obliger tous les pays à adopter la cause des homosexuels. En Afrique de l'Est, un autre exemple, l'Ouganda promulgue en mai 2023 une loi anti-LGBT prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. Elle durcit une loi datant de 2009, elle-même inspirée des lois de l'ère coloniale. En 2009, le New York Times lui-même avait reconnu que, je cite, « l'Ouganda semblait être devenu la lointaine ligne de front où se jouent les guerres culturelles américaines avec de part et d'autre la droite chrétienne et les militants gays américains rivalisant de soutien et de financement pour jouer le premier rôle dans le débat concernant l'homosexualité en Afrique. » Le parlementaire qui a rédigé la loi de 2023 fait partie d'une organisation évangélique américaine. Suite au vote de cette loi, la Banque mondiale annonce qu'elle ne financera plus aucun projet en Ouganda. Encore un exemple, en Afrique de l'Ouest, le Parlement du Ghana vote en février 2024 une loi qui durcit encore une loi coloniale préexistante et expose à une peine de 3 ans de prison toute personne s'identifiant comme LGBT. Elle a été votée à l'unanimité malgré une campagne internationale de diplomates et d'ONG. Cette pression internationale n'est ainsi pas nouvelle. En 2011, David Cameron avait déjà menacé de couper des subventions. Selon le député qu'il a soumis au Parlement, cette nouvelle loi vise à stopper l'assaut de forces occidentales qui tentent de changer la culture ghanéenne. Ce politicien est lui aussi proche des organisations évangélistes américaines. Quelques jours après ce vote, le ministre des Finances annonce que le Ghana risque également de perdre des aides accordées par la Banque mondiale. On voit ainsi à chaque fois le même processus, et à travers tous ces exemples, se répéter le même schéma que celui observé pour l'affaire du Queen Boat. Dans un premier temps, l'Occident chrétien colonise et civilise des pays, en imposant binarité, hétérosexualité et homosexualité
comme norme, en criminalisant de fait les pratiques entre personnes du même sexe identifiées sous le nom d'homosexualité. Dans un deuxième temps, la mission civilisatrice a changé. Le progrès n'est plus de criminaliser, mais de se poser en protecteur des pratiques désormais identifiées par l'acronyme LGBT. Le cadre reste inchangé, qu'elles soient criminalisées ou défendues, il s'agit toujours d'exporter des identités occidentales au nom du progrès et au détriment des populations du Sud. Il faut ainsi adopter le régime sexuel et le régime économique occidental sous peine de subir les foudres de la Banque mondiale. Ce progressisme impérialiste et punitif est vu à juste titre comme une ingérence coloniale par les pays colonisés. Leur gouvernement l'utilise pour légitimer leur défense de la famille hétérosexuelle occidentale avec l'aide d'organisations religieuses américaines. Au final, l'effet paradoxal de cette forme d'impérialisme est donc de renforcer un modèle qui confirme pourtant combattre. Plusieurs anthropologues, tous spécialistes reconnus de l'homosexualité en Afrique de l'Ouest et du Nord, confirme ce constat. Dans un article collectif sur 4 pays africains, Patrick Awondo estime qu'il y a une relation étroite entre les réactions homophobes et le ressentiment à l'égard de l'impérialisme occidental. Selon lui, les militants gays qui promeuvent la notion d'identité gay internationale, fondée sur une conception universelle de la dyade homo-hétéro, peuvent en fait renforcer les réactions homophobes. Dans ce cadre, les interventions venant de l'extérieur de l'Afrique, de politiciens ou de militants qui prescrivent certaines valeurs peuvent facilement devenir contre-productives. Gianfranco Rebuccini affirme dans une étude sur les homosexualités au Maroc que, je cite, « brandir une catégorie politique comme celle de l'homosexualité comme étendard de la libération et de progrès conformé, mais encore ne produit pas du tout les effets politiques escomptés. » Christophe Broca, quant à lui, conclut un article sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire en écrivant, je cite encore, que l'argument fréquent en Afrique condamnant l'homosexualité en tant que comportement propre aux pays occidentaux ne traduit pas uniquement le rejet de certaines pratiques sexuelles, mais une défiance plus large vis-à-vis des tentatives supposées d'imposition de normes occidentales qui sont devenues le symbole revendiqué de leur modernité. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, comme dans bien d'autres pays d'Afrique, l'opposition à l'homosexualité est aussi et peut-être surtout une opposition à l'impérialisme occidental. Il est intéressant de voir que ce processus peut aussi être à l'œuvre dans l'Europe elle-même, dans les marges de la blanchité, par exemple l'Europe de l'Est. Le cas de la Géorgie est un bon exemple. Elle obtient en 2023 le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Bruxelles exige des progrès sur les droits des groupes vulnérables en mentionnant que l'organisation d'une Pride aurait valeur de test. Mais la Géorgie adopte en 2024 une loi sur les valeurs familiales, restreignant les droits LGBT et interdisant la propagande homosexuelle entre guillemets. Le parti, alors au pouvoir, accuse alors l'Occident de saper les fameuses valeurs traditionnelles. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, appelle immédiatement la Géorgie à renoncer à cette loi qui éloignerait le pays du processus d'adhésion à l'Union européenne et les États-Unis mettent en place des sanctions. Voilà, c'est toujours la même chose. Les mêmes phénomènes de sexualisation et de division Est-Ouest et de conditionnement de l'intégration européenne à l'organisation de Pride se sont produits en Ukraine et en Serbie avec des résultats catastrophiques. Donc c'est pas seulement le cas de la Géorgie. Nous avons vu que l'impérialisme gay concerne le sud global, mais aussi la périphérie de l'Europe. Mais l'identité gay n'est pas la seule à avoir été internationalisée. L'identité trans a aussi été utilisée par le colonialisme blanc, avec des mécanismes proches de ceux décrits par Joseph Massad. C'est ce qu'analyse un livre récent sur la transmisogynie. On a pu reprocher à Joseph Massad de ne parler que des hommes gays et d'ignorer ainsi les lesbiennes et les trans. Il a répondu que ce n'est pas lui qui ignore les lesbiennes et les personnes transgenres, mais que ce sont les campagnes de l'international gay qui se focalisent sur les hommes dont les relations paraissent plus menaçantes. Il affirme qu'elles ne sont pas au centre des préoccupations du mouvement gay américain à cause de son masculinisme et de sa misogynie. 18 ans après ce constat, la situation a changé. Nous vivons au temps de la mondialisation du mot trans, affirme Jill Peterson dès l'ouverture de son récent livre « Une brève histoire de la transmisogynie ». Le sous-titre précise son projet et son approche pour une lecture anti-impérialiste de la transféminité. En effet, pour elle, le mot trans est un terme promu par le Nord global, fondé sur la domestication de la transféminité, qui a servi à réunir des groupes de personnes qui naviguent entre les identifications diverses. L'histoire trans est devenue globale, mais dans son optique anti-impérialiste, ce n'est pas du tout positif. C'est au contraire une catastrophe causée par le colonialisme et le capitalisme sur les 2 derniers siècles. Dans la lignée de Michel Foucault, son livre commence par situer l'invention de la catégorie trans. Sa première naissance a eu lieu dans le milieu des activistes blancs de San Francisco des années 90. Selon elle, cette catégorie renforce alors le modèle occidental d'identité de genre érigé par la classe moyenne blanche comme marqueur de modernité. Elle naît une seconde fois dans le cadre des ONG pour des actions dans le sud global,
le même type d'organisation et d'action que celle dénoncée par Joseph Massad quand il parle d'International Gay. Jules Gill Peterson élargit ensuite sa perspective pour faire de l'histoire de la transmisogynie comme outil de l'impérialisme et de la construction des États-nations du Nord global sur les 2 derniers siècles. Son livre traite du temps long en proposant un nouveau concept, la transféminisation. C'est un processus colonial qui assigne une identité transféminine à des populations malgré elles pour les soumettre à de la violence transmisogyne. Elles sont alors dépossédées de leur mode de vie, de leur structure de parenté, de leur langage et de leurs rôles sociaux. Elle cite notamment le cas des Hijras en Inde sous la colonisation britannique, un exemple que peu de personnes connaissent. Les Hijras sont un groupe traditionnel présenté dans tout le sous-continent indien, dont l'histoire a plusieurs siècles. Selon un rapport des Nations Unies de 2012, il y aurait actuellement entre 5 et 6 millions de Hijras en Asie du Sud. Leur identité est avant tout religieuse, mais elles incarnent aussi un 3e genre qui échappe à la binarité homme-femme. Les Hijras vivaient traditionnellement des revenus procurés par les rites de fertilité qu'elles effectuaient lors des naissances et des mariages en dansant et en chantant. Les colons britanniques les ont considérées comme des travailleuses du sexe organisées, représentant ainsi un danger pour l'État colonial. Pour Jules Gill Peterson, c'est l'origine des paniques transphobes actuelles. L'administration coloniale les a criminalisées en 1871 avec une loi qui les range sous la catégorie de eunuques. Il leur a été interdit d'hériter, de se déplacer pour travailler lors des mariages et de s'habiller en femme. Leur mode de vie est devenu entièrement illégal. Perdant tous leurs revenus, elles ont été obligées de vivre en partie du travail du sexe. Les lois ont depuis été abrogées, mais la précarité et les violences policières sont restées. La violence transmisogyne occidentale qui a ciblé ces femmes, qui ne s'identifient pas comme trans, a détruit un mode de vie vieux de plusieurs siècles. Elles sont maintenant invitées par des ONG occidentales à comprendre qu'elles sont trans, qu'elles souffrent de dysphorie de genre et qu'elles doivent suivre un modèle de transition médicalisée à laquelle elles n'ont pas accès. Les résistances à ce modèle sont considérées comme une arriération en décalage avec la modernité telle qu'elle est présentée. Jules Gill Peterson estime qu'elles sont désormais prises en étau entre le militantisme LGBT et les nationalismes religieux. D'un côté, on leur impose une identité pour les sauver, et de l'autre, pour les criminaliser. Dans les 2 cas, c'est une logique coloniale. Le processus qu'elle décrit en Inde s'est aussi produit chez les autochtones américains, aux Philippines et à Hawaï. Gill Peterson base son propos sur de grands groupes vivant dans les empires coloniaux, mais illustre aussi ses théories avec des cas individuels. Les attaques subies par la boxeuse Iman Khelif, la boxeuse algérienne, sont un bon exemple des théories avancées dans son livre. Que s'est-il passé ? Une femme du Sud global a été assignée à une identité trans, contre son gré, par des institutions internationales occidentales, mettant en danger sa carrière sportive et l'exposant à une violente campagne transphobe. L'identité trans a bien été utilisée comme arme au service du pouvoir impérial blanc. Il est intéressant de noter que Gill Peterson dénonce la focalisation excessive sur les féminismes transphobes du mouvement TERF. Elle y voit un épisode passager d'une histoire longue où les ennemis principaux sont le capitalisme racial et la violence coloniale. Elle précise dès l'avant-propos qu'elle travaille sur la transmisogynie au niveau structurel et ironise sur les inventions quotidiennes de termes concernant les oppressions et les privilèges qui finissent en quête obsessionnelle de pureté. Nous avons vu avec Michel Foucault que la sexualité et ses catégories sont des inventions modernes. Nous avons ensuite vu, avec Joseph Massad et Jules Gill Peterson, qu'elles ne sont pas universelles et les effets que produit leur globalisation. Nous allons maintenant voir des extraits de textes que Houriya Boutelja a consacrés à ce sujet dans le contexte spécifiquement français, puisqu'elle subit de nombreuses attaques à cet égard. Revenons en 2012. Un mois après la sortie du livre des éditions La Fabrique dont nous avons parlé, Houriya Boutelja a participé à un numéro de l'émission Ce soir ou jamais, consacré au mariage gay. Elle dit entre autres qu'elle ne croit pas à l'universalité de l'identité politique homosexuelle. Elle dénonce aussi l'injonction au coming out en précisant bien qu'elle n'est pas du tout en train de dire que ceux qui ont des revendications ont tort de le faire, mais bien qu'en France, il y a plusieurs sociétés et qu'on ne vit pas dans les mêmes espaces-temps. Le scandale éclate en février 2013 avec un article de Street Press repris dans Rue 89 sous le titre « Les indigènes de la République contre l'homosexualité imposée ». C'est une attaque en règle contre le livre des éditions La Fabrique et contre Houriya Boutelja. Le journaliste cite un administrateur du refuge qui affirme qu'à partir du moment où on couche régulièrement avec une personne du même sexe, on est homo, bi ou trans. Et la responsable du pôle LGBT du parti de gauche, qui dit que le mariage pour tous est une bataille universelle. Ces 2 témoignages, censés être à charge, illustrent bien l'impérialisme gay. Assignation obligatoire aux identités LGBT qui sont considérées comme universelles. Le 12 février,
Douria Boutelja publie sur le site du Parti des indigènes de la République un très long article titré « Universalisme gay, homoracialisme et mariage pour tous » que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le site Douria Boutelja. Elle y expose la position décoloniale du Parti des indigènes. Celle qui, je cite, ne considère pas les homosexuels comme des bébés phoques ou comme une espèce à protéger ou à honnir, mais comme des sujets sociaux. Une position qui élabore une formule politique dénuée d'un rapport pathologique ou paternaliste avec l'homosexualité, mais qui refuse tout alignement sur l'agenda blanc. On est ici loin de toute forme d'homophobie, on est même aux antipodes. En revanche, cette posture se distingue du mouvement gay occidental en ce sens qu'elle lui nie ses prétentions à l'universalisme, tout comme elle réfute le postulat d'une identité politique gay et lesbienne transnationale. Fin de citation. Nouvelle citation. On sait que les injonctions faites par le monde blanc et la violence tant symbolique que politique qui les accompagnent produisent de l'homophobie. La promotion de l'homosexualité comme identité politique produit des dégâts tant sur le vécu des homosexuels, dont la vie peut être mise en danger, que sur les rapports sociaux, surtout quand la protection due aux minorités sexuelles devient une exigence politique et éthique internationale à l'aune de laquelle se mesure la maturité civilisationnelle des nations néocolonisées. Il serait temps, une bonne fois pour toutes, de comprendre que l'impérialisme, sous toutes ses formes, ensauvage l'indigène. À l'international gay, les sociétés du Sud répondent par une sécrétion de haine contre les homosexuels là où elle n'existait pas, ou par un regain d'homophobie là où elle existait déjà. Et plus généralement, à toutes les formes d'ingérence commises par l'Occident et qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Elles répondent par une hostilité grandissante. Ainsi, la lutte contre l'impérialisme gay et l'homoracialisme contient en elle-même à la fois une lutte contre l'homophobie et une lutte contre le racisme et l'intégration aux normes blanches de la démocratie sexuelle, entre guillemets. Il se produit donc bien que derrière la critique virulente de l'international gay, il y ait une réelle préoccupation pour la protection et l'intégrité de pratiques sexuelles menacées par un ordre occidentalo-centré. Le 10 mars 2012, le blogueur et homosexuel Majid Benchir publie un long texte adressé à Douria Boutelja sur le site de Didier Lestrade, fondateur d'ACT UP. Elle lui répond dans une lettre publiée sur le même site. Elle lui écrit les phrases suivantes. « Nous sommes, toi et moi, doublement dominés en France. Toi en tant que sujet colonial et homo, et moi en tant que sujet colonial et femme. Cela nous rapproche, non pas parce que ces deux conditions se confondent, mais bien parce que les expériences ne se superposent pas complètement. Ce qui nous lie, ce n'est pas tant notre expérience de cumulard, les blancs peuvent parfaitement bien cumuler les oppressions, mais plutôt l'expérience de la domination à l'intérieur d'un corps social. L'indigénat, lui-même dominé socialement et racialement. Cela multiplie les contraintes qui pèsent sur nous en termes d'autonomie et de libre choix. En vérité, toi et moi occupons la même place et faisons des choix individuels qui vont peu ou prou dans le même sens. Protéger la dignité indigène et nous frayer un chemin tortueux pour que respire notre individualité opprimée par la solidarité objective qui nous lie à nos familles et à nos communautés. En juillet 2016, après la fusillade homophobe d'Orlando, un journaliste attaque Douria Boutelja en citant ses propos sur l'ensauvagement des indigènes par l'impérialisme. Elle lui répond qu'elle assume ses propos et que non seulement l'international gay produit de l'homophobie, mais aussi que le féminisme impérialiste produit de la misogynie et le sionisme produit de la haine des juifs, de l'antisémitisme. Elle lui reproche ensuite de voir dans ses réactions une forme de résistance. Elle lui répond « Je vous le redis sans sourciller, oui, je persiste et signe, car les réactions hostiles à l'homosexualité revendiquée sous sa forme LGBT chez les post-colonisés sont autant des formes d'intégration que des formes de résistance. Intégration dans l'histoire de l'homophobie européenne et résistance à des normes qui paraissent exogènes et imposées de manière autoritaire à des sociétés qui ne supportent plus l'ingérence blanche. En septembre 2018, Louisa Yousfi publie sur le site du Pire un texte intitulé « Marcher sur un fil et ne jamais tomber », qui propose une stratégie pour un féminisme décolonial. Elle aborde les difficultés d'échapper aux instrumentalisations, un sujet d'actualité qui concerne toutes les luttes des minorités à l'intérieur de la minorité. Elle écrit « Tout se passe comme s'il suffisait que nous ayons seulement la volonté consciente de ne pas être instrumentalisés pour ne pas être effectivement instrumentalisés et que nous professions avant chaque déclaration féministe de ne pas vouloir faire converger les intérêts de notre lutte avec ceux du racisme systémique, pour ne pas les voir objectivement converger comme des aimants. Bien sûr, une telle naïveté ne nous est pas permise et l'histoire nous enseigne toujours, hélas, à quel point l'instrumentalisation des luttes dépend moins de l'assentiment de ceux qui les mènent que du contexte politique dans lequel elles sont menées. D'autres textes et d'autres polémiques ont suivi, que nous ne traiterons pas ici.
Nous avons présenté les points essentiels à la compréhension des positions d'Horia Boutelja et de Parole d'Honneur sur la politisation des sexualités non blanches. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la bibliographie en commentaire, elle vous permettra d'accéder à beaucoup d'autres ressources. Pour finir, un autre extrait de la lettre d'Horia Boutelja à Majid Benchir. Le propos du texte qui suscite cette discussion n'est pas vraiment l'homosexualité, ni même les identités. Ça n'est pas vraiment non plus l'impérialisme gay ou l'homoracialisme. Tout ça, c'est un arrière-plan. Ce texte est avant tout une proposition stratégique. Tu le sais, nous vivons un moment critique de l'histoire de l'Occident. Une grave crise économique, le déclin de l'hégémonie blanche, une islamophobie galopante et la poursuite des guerres impérialistes. Face à ces défis, ma démarche n'a pas d'autre ambition que de tenter d'expliciter les conditions d'une alliance ou d'une coalition émancipatrice. Le temps presse. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo en entier. Pour nous soutenir, je vous invite à nous faire un don sur notre Tipeee. Merci beaucoup et à bientôt.